Le jour de l'anniversaire de ma mère, elle a levé son verre et a dit: le meilleur cadeau. Que tu sortes de ma vie. Alors j'ai fait mes valises, j'ai vendu la maison, j'ai bloqué tous les comptes et j'ai disparu. Une semaine plus tard, c'était moi. Je m'appelle Abigail, j'ai 32 ans et j'ai passé toute ma vie à essayer de plaire à ma mère. Peu importe ce que j'accomplissais ou ce que je sacrifiais, pour elle ce n'était jamais assez. Le mois dernier, lors du dîner de ses 65 ans, elle a porté un toast qui a tout changé. En me regardant droit dans les yeux, elle a levé son verre et a annoncé: le meilleur cadeau serait que tu sortes de ma vie. Alors j'ai fait exactement ça. J'ai fait mes valises, j'ai vendu la maison, j'ai bloqué tous nos comptes et j'ai disparu sans laisser de traces. Si tu veux savoir ce qui s'est passé quand j'ai disparu, reste pour le découvrir. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes ça dans les commentaires. Mets un j'aime et abonne-toi pour suivre mon parcours où je me libère enfin d'une vie entière d'abus émotionnels. J'ai grandi dans une petite ville du Connecticut appelée Lac Sidey. De l'extérieur, la vie paraissait parfaite. Notre maison victorienne, avec sa clôture blanche et sa pelouse parfaitement entretenue, était l'envie du voisinage. Mais à l'intérieur de ces murs, j'ai appris très jeune que rien de ce que je faisais n'atteindrait jamais les standards impossiblement hauts de ma mère, Caroline. Caroline Miller était connue dans tout Lac Sidey comme un pilier de la communauté, présidente du club de jardinage, trésorière de la société historique et organisatrice de toutes les galas de charité qui valaient la peine d'être fréquentées. Son image publique était impeccable. Elle avait toujours ses cheveux blonds cendrés parfaitement coiffés, pas un pli sur ses vêtements de créateur et un sourire répété qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Abigail, tiens-toi droite. Une dame ne se voûte pas, me disait-elle quand je n'avais que 6 ans. Abigail, cette robe te fait paraître potelée. Va te changer, Abigail. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Jessica? Elle a encore eu des notes excellentes. Mon père, David, était le tampon entre nous. C'était un homme gentil et doux qui travaillait comme médecin de la ville. Il entrait discrètement dans ma chambre après l'une des remarques blessantes de ma mère et essayait d'adoucir le coup. « Ta mère veut juste le meilleur pour toi, chérie, disait-il. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait que c'était plus que ça. C'était lui qui assistait à mes pièces de théâtre à l'école quand ma mère était trop occupée. C'était lui qui accrochait fièrement mes dessins sur les murs de son cabinet quand elle disait qu'ils encombraient la maison. Quand j'avais 16 ans, mon père est mort soudainement d'une crise cardiaque. Le jour de son enterrement a été la seule fois où j'ai vu ma mère pleurer. Après ça, toute chaleur qui existait encore dans notre maison a disparu avec lui. Les critiques, dont mon père m'avait partiellement protégé, arrivaient maintenant de plein fouet, sans filtre et sans relâche. « Tu grossis, Abigail. Aucun homme ne voudra de toi si tu ne sais pas te contrôler, disait-elle au dîner, en surveillant chaque bouchée que je prenais. Je mesurais 1,67 m et je pesais 54 kg. Ma sœur aînée Jessica s'était enfuie à New York pour l'université et n'était jamais vraiment revenue, sauf pour les vacances. Elle était la fille préférée, la banquière d'investissement qui réussissait, avec le mari parfait et 2 enfants parfaits. Chaque conversation avec ma mère finissait inévitablement par « Jessica vient de conclure un accord à $1 million » ou « Jessica emmène sa famille en Europe cet été ». Même si j'avais obtenu une bourse pour le design graphique à UCLA, j'ai choisi d'aller à l'université d'État, à seulement 30 minutes de chez nous. Ma mère avait commencé à avoir des étourdissements juste au moment où je devais choisir l'université. Même si les médecins n'ont rien trouvé d'anormal, je ne pouvais pas supporter l'idée de la laisser seule, surtout après la perte de mon père. Alors je suis resté, mettant en pause mes rêves de travailler pour une grande entreprise de design en Californie. Après l'université, j'ai accepté un poste dans une agence de marketing locale. Le salaire était correct et les 15 minutes de trajet me permettaient de passer voir ma mère à midi et d'être disponible si elle avait besoin de quelque chose. J'ai acheté une petite maison à seulement 3 rues de la sienne, assez près pour être disponible mais assez loin pour avoir une apparence d'indépendance. Les années ont passé comme ça. Je sortais parfois avec des hommes, mais les relations ne duraient jamais. Soit ma mère trouvait des défauts à chaque homme que je lui présentais, soit ma disponibilité était trop limitée à cause de ses besoins constants. « Abigail, tu peux aller chercher mon ordonnance ? Le médecin a encore changé. »« Abigail, il faut nettoyer les gouttières et tu sais que je ne peux pas me permettre d'embaucher quelqu'un avec mes revenus fixes. » Peu importe quel est un portefeuille d'investissement conséquent que mon père lui avait laissé. Pour mes 30 ans, j'avais été promue directrice créative à l'agence, mais même cet accomplissement a été rabaissé.
Les directrices créatives dans une petite agence de province, ce n'est pas la même chose qu'un vrai poste de direction, a-t-elle dit quand j'ai partagé la nouvelle au dîner. Il y a 2 ans, Caroline a commencé à avoir de vrais problèmes de santé. L'arthrite dans ses hanches lui rendait difficile de monter les escaliers de sa maison victorienne. Le médecin a recommandé une maison de plein pied, mais elle a refusé de quitter la maison qu'elle avait partagée avec mon père. Alors j'ai augmenté mes visites, je faisais ses courses, son ménage et je l'amenais à ses rendez-vous médicaux. J'ai transformé mon bureau à la maison en chambre d'amis pour elle, pendant une mauvaise poussée l'hiver dernier, quand elle est restée 3 semaines chez moi. Je travaillais depuis ma table de cuisine, essayant de respecter mes délais tout en répondant à ses appels constants depuis la chambre voisine. Ma sœur Jessica venait au maximum 2 fois par an, logeant dans un hôtel plutôt que chez nous. Pendant ces visites, ma mère se transformait. Les plaintes s'arrêtaient, les critiques disparaissaient. À la place, elle se vantait des enfants de Jessica et posait des questions détaillées sur son travail. Moi, je devenais invisible, servant le café et nettoyant pendant qu'elle se rappelait des vacances familiales dont j'étais trop jeune pour me souvenir. Malgré tout, je cherchais encore l'approbation de ma mère. Chaque fête des mères, chaque anniversaire et chaque Noël, je choisissais avec soin des cadeaux qui, je pensais, lui arracheraient enfin un sourire. Un pull en cachemire retourné parce que la couleur m'éteignait. Des billets pour un concert de son pianiste préféré, non utilisés car, qui a le temps pour ça à mon âge? Un week-end dans un spa de luxe, refusé car elle aurait préféré que Jessica vienne lui rendre visite. Cette année serait différente, me disais-je. À l'approche du 65 anniversaire de Caroline, je planifierais quelque chose d'aussi spécial qu'elle ne pourrait même pas critiquer. J'ai passé des semaines à organiser un dîner privé chez Bellini, le restaurant le plus chic de la ville. J'ai invité ses amis proches du club de jardinage et de la société historique. J'ai commandé un gâteau personnalisé à la pâtisserie qui avait fait le gâteau de mariage de Jessica, dont ma mère parlait encore 5 ans après. Et j'ai dépensé presque $2000 de l'argent que j'avais économisé pour un cours de design à New York dans une broche ancienne que je l'avais vue admirer dans une boutique d'antiquité quelques mois plus tôt. C'était une pièce en saphir et diamant des années 20, semblable à une que sa mère avait eue et perdue pendant un déménagement quand Caroline était enfant. J'ai pensé que ce serait enfin le cadeau qui ferait briller ses yeux avec une vraie appréciation. La semaine avant son anniversaire, j'ai appelé Jessica et je l'ai pratiquement suppliée de venir. Ça signifierait beaucoup pour maman, lui ai-je dit, sans ajouter que cela signifierait aussi beaucoup pour moi d'avoir un peu de soutien. À ma surprise, Jessica a accepté en disant qu'elle et son mari Marc feraient le voyage. À mesure que le jour approchait, je ressentais un mélange d'espoir et d'anxiété. Toute une vie d'expérience me disait de me préparer à la déception, mais une partie obstinée de moi croyait encore que cette fois ça pourrait être différent. Cette fois, peut-être que ce serait enfin suffisant. Le jour des 65 ans de ma mère a commencé avec une série de messages de sa part. Abigail, j'espère que tu as dit à Bellini que je ne peux pas manger d'ail. Tu te rappelles la dernière fois que j'ai eu une réaction? Et ensuite, à quelle heure arrivent Jessica et Marc? Dois-je aller les chercher à l'aéroport? Enfin, j'espère que tu n'as pas exagéré avec ce dîner. Tu sais que je préfère les célébrations simples. En fait, j'avais confirmé ces restrictions alimentaires 3 fois avec le restaurant. Jessica et Marc venaient en voiture, pas en avion, et ils arriveraient directement au restaurant. Et même si le dîner se faisait dans un endroit chic, j'avais gardé la liste des invités intimes, à sa demande. 12 personnes en tout, y compris ses amis les plus proches. J'ai passé la matinée au salon de beauté, à me faire couper et coiffer les cheveux, voulant paraître au mieux. J'ai choisi une robe bleu marine que je savais assez conservatrice pour plaire à ma mère. J'ai mis un maquillage léger et j'ai porté les boucles d'oreilles en perles que mon père m'avait offertes pour mes 18 ans. En me regardant dans le miroir, j'ai pratiqué mon sourire, décidé à ce que rien ne gâche cette soirée. À 17h30, je suis arrivé chez ma mère pour la chercher. Elle a ouvert la porte en peignoir. « Maman, nous devons partir dans 15 minutes pour arriver à l'heure à notre réservation », ai-je dit en regardant ma montre. « C'est impossible que je sois prête en 15 minutes, Abigail. Tu sais que je prends mon temps pour mon apparence, contrairement à certaines personnes. » Ses yeux ont parcouru ma tenue avec sa désapprobation habituelle. « La réservation est à 18h15. Je te l'ai dit la semaine dernière. » Eh bien, ils devront attendre, non? Jessica a appelé et dit qu'ils arriveront aussi en retard. Mon cœur s'est serré. Jessica n'avait mentionné aucun retard quand nous avions échangé ce matin-là.
J'ai pris une grande inspiration. D'accord, je vais appeler pour les prévenir que nous serons un peu en retard. Je peux t'aider à quelque chose? Tu peux être utile et repasser ma robe bleu marine à la vapeur. Elle est accrochée dans mon armoire. Je me suis mordu la langue pour ne pas souligner que nous serions habillés pareil et je suis monté. Quand ma mère a enfin été habillée, avec ses cheveux et son maquillage parfait, il était déjà 18h30. J'avais appelé le restaurant entre-temps. Enfin, dit Jessica en donnant un câlin à notre mère. On pensait que tu avais oublié ton propre dîner d'anniversaire. Ma mère a ri, un rire chaleureux et sincère qu'elle dirigeait rarement vers moi. Abigail était en retard, comme toujours. Tu sais comment elle est avec le temps. J'ai avalé la correction qui me montait aux lèvres. Ce soir, il s'agissait de la rendre heureuse, pas de me défendre. Le maître d'hôtel nous a conduits dans la salle privée que j'avais réservée. Les verres en cristal brillaient sous le lustre et des arrangements des fleurs préférées de ma mère et des lys blancs et des hortensias bleues décoraient le centre de la table. Des cartes de placement en calligraphie marquaient chaque siège, avec ma mère en tête de table, Jessica et Marc à sa droite, et moi à sa gauche. C'est charmant, Abigail, dit Patricia, la plus ancienne amie de ma mère du club de jardinage. Tu as pensé à tout. Ma mère fit un petit bruit vague en s'asseyant. Les fleurs sont un peu excessives, tu ne crois pas? Délices dans une salle à manger. L'odeur va dominer le repas. Je vis Patricia m'envoyer un regard compatissant. Je trouve ça parfait, Caroline. Abigail sait combien tu aimes les lys. Le dîner se déroula avec une tension sous-jacente que seul moi semblais ressentir. Les autres invités bavardaient agréablement. Jessica enchantait la table avec des histoires de son récent voyage d'affaires à Londres. Marc parlait de l'école privée de leurs enfants. Ma mère souriait avec fierté à chaque mot qu'il disait. Quand j'ai essayé de participer à la conversation en racontant une histoire sur une grande campagne que notre agence venait de décrocher, ma mère m'a interrompu. Abigail, tu pourrais demander au serveur plus d'eau? Mon verre est vide. Après le plat principal, le serveur a apporté le gâteau que j'avais spécialement commandé, un délicat gâteau au citron avec un glaçage au beurre, le préféré de ma mère. Pendant qu'il le posait devant elle, avec les bougies brillantes dans la lumière tamisée, j'ai cherché dans mon sac la petite boîte emballée. Un discours, cria Richard, un vieil ami de la famille. Et Caroline, tu ne peux pas avoir 65 ans sans partager un peu de sagesse. Ma mère sourit en levant son verre de vin. Eh bien, je ne suis pas du genre à faire de longs discours, mais je veux vous remercier tous d'être venus ce soir. La vie m'a donné beaucoup de bénédictions. Ma merveilleuse fille Jessica, qui me rend fière chaque jour, dit-elle en se penchant pour serrer la main de Jessica. Mon gendre qui réussit, Marc, et mes magnifiques petits-enfants. Elle prit une gorgée de vin. Ses yeux balayèrent la pièce avant de se poser sur moi. Et Abigail, bien sûr, toujours présente. Quelques rires gênés traversèrent le groupe. Alors que je regarde vers l'avenir, continua-t-elle, je me retrouve à penser à ce qui me rendrait vraiment heureuse à ce stade de la vie. On dit qu'à 65 ans, il faut se concentrer sur éliminer le stress et s'entourer de joie. Elle me regarda directement. Son sourire se tendit. Alors, si je pouvais faire un vœu d'anniversaire, un cadeau parfait serait celui-ci, Abigail, je souhaiterais que tu sortes enfin de ma vie et que tu me laisses avoir un peu de paix pour mes années restantes. La salle tomba dans un silence total. Les verres d'eau restaient suspendus à mi-chemin des lèvres. Les fourchettes flottaient au-dessus des assiettes. J'ai senti que 12 paires d'yeux se tournaient vers moi puis s'écartaient rapidement. « Maman » dit Jessica doucement, mais elle n'ajouta rien d'autre. « Quoi » Le ton de ma mère était défensif. « Je suis juste honnête. N'est-ce pas ce qu'on dit qu'il faut faire à mon âge? Dire sa vérité. » Elle se tourna vers moi. « Abigail, tu as tourné autour de moi pendant des années. Toujours à me surveiller, toujours à te mêler de mes affaires. Je ne peux pas respirer avec toi à 3 rues de distance, observant chacun de mes gestes. » Je restais parfaitement immobile, la boîte du cadeau serrée si fort dans ma main que mes doigts étaient engourdis. La pièce sembla reculer. Les voix devinrent lointaines tandis que le sang bourdonnait dans mes oreilles. « Excusez-moi » réussis-je à dire, en me levant sur des jambes qui semblaient déconnectées de mon corps. « J'ai besoin d'un peu d'air. » Personne ne m'arrêta tandis que je quittais la salle à manger privée. Je traversai le restaurant principal et sortis dans l'air frais de la nuit. J'entendis Jessica m'appeler une fois,
mais je ne me retournais pas. Je montais dans ma voiture, posais la petite boîte cadeau sur le siège passager et restais à fixer le vide. Ce n'est que lorsque la première larme tomba sur ma main que je réalisai que je pleurais. Pas les sanglots saccadés auxquels je m'attendais, mais des larmes silencieuses qui semblaient venir d'un puits profond et cachées en moi. Des années à chercher son approbation, à me rapetisser pour éviter les critiques, à réorganiser toute ma vie autour d'une femme qui venait de déclarer publiquement qu'elle me voulait hors de sa vie. Je démarrai la voiture et rentrai chez moi dans un état de calme étrange. À l'intérieur de ma maison, j'allais directement à la salle de bain et me regardais dans le miroir. Je reconnaissais à peine la femme qui me fixait. À un moment du chemin, j'avais déjà disparu bien avant que ma mère le souhaite. Là elle veut que je parte, murmurai-je à mon reflet. Peut-être qu'il est temps de réaliser son souhait. Je ne dormis pas cette nuit-là. À la place, je restais assise à la table de ma cuisine avec un bloc-notes, faisant des listes, cherchant sur mon ordinateur portable et réfléchissant plus clairement que je ne l'avais fait depuis des années. Le matin venu, j'avais l'ébauche d'un plan. D'abord, j'appelais au travail pour dire que j'étais malade, chose que je faisais rarement. Ensuite, je pris rendez-vous avec Suzanne Collins, une avocate que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage. Sa spécialité n'était pas exactement ce dont j'avais besoin, mais elle saurait vers qui me diriger. À 9h30, j'étais assise dans le bureau de Suzanne en lui expliquant ma situation. Je fus surprise par l'objectivité de ma propre voix alors que je détaillais des années d'abus émotionnels culminant avec l'humiliation publique de la veille. Donc, conclus-je, je veux disparaître. Pas seulement déménager, mais recommencer ailleurs. J'ai besoin de savoir quelles implications légales je dois prendre en compte. Suzanne se pencha en arrière dans son siège, m'étudiant. Abigail, c'est une décision importante. Es-tu sûr que tu ne bénéficierais pas d'un peu de temps pour que les choses se calment? Ce que ta mère a dit était cruel, mais couper les liens complètement est une étape radicale. J'ai eu 32 ans pour laisser les choses se calmer, répondis-je. 32 ans à essayer de gagner un amour qui ne viendra jamais. C'est fini. Elle hocha la tête, acceptant ma résolution. Dans ce cas, il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, disparaître n'est pas illégal tant que tu n'évites pas des dettes, des accusations criminelles ou une pension alimentaire. Tu es une adulte qui peut choisir de déménager sans dire aux gens où elle va. Elle me renvoya vers Daniel R., un avocat spécialisé dans la planification patrimoniale et les affaires financières. Avant que je parte, elle me donna sa carte. Si tu changes d'avis ou si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, appelle-moi, s'il te plaît. Et Abigail, quoi que tu décides, j'espère que tu trouveras la paix. Le bureau de Daniel Light se trouvait dans un élégant immeuble du centre-ville, à 20 minutes de là. Après avoir écouté ma situation, il me donna des conseils pratiques. Les comptes conjoints sont une inquiétude, dit-il en révisant mes informations financières. Tu as mentionné 2 comptes avec ta mère comme co-titulaire. Légalement, n'importe lequel des titulaires peut retirer la totalité du montant. Cependant, si tu vides les comptes et qu'elle décide d'aller au tribunal, cela pourrait être vu comme de l'exploitation financière, surtout vu son âge. Ces comptes ont été créés pour son soin, expliquai-je. Mon père avait laissé des instructions pour que l'argent serve à ses besoins médicaux et à l'entretien de la maison. Pendant des années, j'ai été la seule à ajouter des fonds alors qu'elle les utilisait comme ses comptes de dépenses personnelles. Daniel prit plusieurs notes. Dans ce cas, je recommanderais de geler plutôt que de vider les comptes. Nous pouvons établir une fiducie avec des conditions spécifiques de retrait. Cela protège les actifs pour leur but prévu tout en éliminant l'accès direct. Au cours des jours suivants, je mis mon plan en marche avec une précision méthodique. Je contactai un investisseur immobilier connu pour faire des offres rapides en cash sur des propriétés. Ma maison, que j'avais passé 5 ans à rénover, valait bien plus que ce qu'il proposait, mais la possibilité de conclure la vente en 7 jours valait la perte financière. Je visitai 3 banques différentes, fermant mes comptes personnels et en ouvrant de nouveaux dans d'autres institutions à mon nom légal, mais avec une boîte postale dans une ville voisine comme adresse. Ce serait temporaire jusqu'à ce que je puisse m'installer ailleurs. J'appelai mon patron et démissionnai, invoquant des raisons familiales qui rendaient un déménagement nécessaire. 13 ans d'emploi prirent fin avec une courte conversation et la promesse d'envoyer ma lettre de démission par email. La tâche la plus difficile fut de décider quoi emporter. J'avais accumulé les possessions normales d'une professionnelle de 32 ans, meubles, vêtements, livres, ustensiles de cuisine. Mais en y réfléchissant vraiment, très peu de choses semblaient essentielles à qui j'étais ou voulais être.
Je classais mes affaires en 4 catégories, vendre, donner, stocker et emporter. La pile, emporter, était étonnamment petite, vêtements, mon ordinateur portable et mon appareil photo, quelques livres, le couvre-lit que ma grand-mère avait fait et une poignée de photos. Tout le reste pouvait être remplacé. Une semaine après le dîner d'anniversaire, je n'avais toujours pas eu de nouvelles de ma mère. Jessica avait appelé 2 fois et envoyé plusieurs messages, mais je n'avais répondu que par de brèves affirmations disant que j'allais bien et que j'avais besoin d'espace. Elle n'insista pas, pensant sûrement que c'était comme les autres fois où le comportement de notre mère m'avait blessé, quelques jours de distance et puis retour à la normale. Elle n'avait aucune idée que la normalité n'existait plus. La veille de la vente de ma maison, je fis une dernière promenade dans mon quartier. Les rues bordées d'arbres où j'avais construit ma vie d'adulte, le parc où je courais le matin, le café où les serveurs connaissaient ma commande avant même que je n'arrive au comptoir. Je m'arrêtai devant la maison victorienne de ma mère, fixant les fenêtres mansardées et le porche qui l'entourait. Tant de souvenirs vivaient dans ces murs, peu d'entre eux heureux. Je n'entrai pas et ne cherchai pas à la voir, il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, je finalisai les dispositions de la fiducie avec Daniel Light. Les comptes conjoints seraient gelés puis transférés dans une fiducie spécifique pour les soins médicaux et l'entretien de la maison de ma mère. L'administrateur, un professionnel recommandé par Daniel, approuverait les dépenses selon la documentation et la nécessité. Ma mère garderait son niveau de vie, mais sans la liberté d'utiliser ses fonds comme bon lui semblait. Je laissai une lettre détaillée pour Jessica chez Daniel afin qu'il la lui remette une semaine après mon départ. J'y expliquais ce que j'avais fait avec les comptes, je fournissais les informations de contact de l'administrateur et j'incluais des copies des relevés financiers montrant mes contributions aux soins de notre mère au fil des années. Je n'y mis ni mes nouvelles coordonnées, ni ma destination. Es-tu absolument sûr de ça? Daniel posa la question pendant qu'il signait les documents finaux. Une fois que ce sera lancé, ce sera difficile à annuler. Je pensais aux mots de ma mère pendant son dîner d'anniversaire. Le meilleur cadeau serait que tu sortes de ma vie. J'en suis sûr, dis-je. Elle a demandé ce cadeau et je le lui donne. Lors de ma dernière nuit dans ma maison, je dormis sur un matelas de camping dans la chambre vide. Le matin, je signerai les documents de clôture, je remettrai les clés et je quitterai la seule ville que j'avais appelée maison. Il me restait une dernière tâche avant de partir. Je sortis la petite boîte emballée qui contenait la broche ancienne que j'avais achetée pour l'anniversaire de ma mère. Je l'avais gardée avec moi depuis cette nuit-là, sans savoir quoi en faire. Maintenant je savais. Je la plaçai dans une enveloppe rembourrée avec un simple mot. Tu as demandé un autre cadeau, alors je te rends celui-ci. Que tu trouves la paix que tu cherches. Adieu. Je l'adressai à ma mère, mis assez de timbre et la rangeai dans mon sac pour la poster en quittant la ville. Puis j'essayai de dormir, comptant les heures jusqu'à ce que je sois libre. Le matin de mon départ se leva avec une clarté inattendue. Je signai les documents de clôture à 8 heures, acceptai un chèque de banque pour la vente de ma maison et envoyai le colis à ma mère depuis le bureau de poste de Main Street. À 9h30, ma voiture pointait vers l'ouest sur l'autoroute 80 et Laxide, Connecticut, disparaissait dans mon rétroviseur. Je n'avais pas de destination précise en tête, juste une direction. L'ouest me semblait juste, comme si je m'éloignais physiquement des ombres de mon passé vers quelque chose de nouveau. J'avais 3 semaines avant de devoir m'installer quelque part, selon le conseil de Daniel Light. Après cela, garder des liens financiers avec mon ancienne vie deviendrait plus compliqué. Ce premier jour sur la route m'apporta une avalanche d'émotions, euphorie devant l'autoroute ouverte, anxiété face à l'inconnu, moment de doute suivi d'une ferme résolution. Au coucher du soleil, j'avais traversé l'Ohio et je m'étais inscrite dans un motel banal au bord de l'autoroute. Assise au bord du lit, j'ouvris mon ordinateur portable et créai une nouvelle adresse mail, une qui n'était pas reliée à mon nom. Je l'utilisais pour créer des comptes avec un nouvel opérateur de téléphonie et plusieurs services en ligne dont j'aurais besoin. Mon ancien téléphone restait allumé, mais en silencieux dans la boîte à gants de ma voiture. Je le garderais juste assez longtemps pour surveiller toute situation urgente dont je devais être au courant. Les jours passèrent dans une brume d'autoroute, de frontières d'État et de paysages changeants. J'évitais les grandes villes et les lieux touristiques, préférant l'anonymat des petites villes et des routes secondaires. Je payais tout en espèces, utilisant ma nouvelle carte de crédit uniquement quand c'était absolument nécessaire. Au 6e jour, j'arrivai dans le nord-ouest du Pacifique. Les forêts infinies et la côte brumeuse réveillèrent quelque chose en moi. Je me surpris à ralentir, à prendre des routes panoramiques et à passer une nuit supplémentaire dans de petites villes côtières.
dans un endroit appelé Harbour Cube, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Harbour Cube était assez petit pour être ignoré par les touristes se rendant vers des destinations plus connues, mais assez grand pour offrir le nécessaire, une épicerie, une clinique, quelques boutiques et plusieurs cafés. L'agence immobilière de Main Street affichait une petite cabane à louer avec vue sur la baie. Bail au mois, meublé, disponible immédiatement. Cela me parut comme un signe. La cabane était parfaite dans son imperfection, un bardage de cèdre usé, un porche avant légèrement penché, des fenêtres qui coinçaient quand l'humidité était élevée, mais elle offrait une vue sur l'eau depuis toutes les pièces et une intimité qui me semblait un luxe après des années à être à la disposition de ma mère. Je signai le bail au nom de Grace Taylor, un nom que j'avais choisi pour sa normalité. Mon deuxième prénom, suivi de la rue où j'avais grandi. Pas très créatif, mais suffisant tant que je n'avais pas décidé si ce serait mon lieu définitif. « Et qu'est-ce qui vous amène à Harbour Cube, mademoiselle Taylor ?» demanda le gérant de la propriété en signant les papiers. « Un changement d'air », répondis-je. « Je suis graphiste freelance. Je peux travailler de n'importe où. » C'était mon histoire de façade, mais elle contenait assez de vérité pour être crédible. J'avais déjà créé un site simple pour Grace Taylor Design et décroché quelques petits projets via des plateformes de freelance en ligne. Rien qui ne me rendrait riche, mais assez pour établir un historique de travail et compléter mes économies. La première semaine à Harbour Cube passa dans une brume de tâches pratiques, mettre en place les services, acheter les besoins de base pour la cabane, trouver le meilleur endroit pour boire un café, ce qui s'avéra être une petite boutique appelée Tidal Ground, tenue par une femme nommée Brenda. Brenda avait la cinquantaine, des cheveux poivre et sel toujours attachés en chignon désordonné et un visage marqué par une vie passée au grand air. Elle se souvint de ma commande après ma deuxième visite et ne me força jamais à parler, ce que j'appréciais. « Tu es nouvelle en ville ?» dit-elle à ma cinquième visite consécutive le matin. Ce n'était pas une question, juste une constatation. « C'est si évident ?» demandai-je. Harbour Cube est le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Un nouveau visage se remarque. Elle fit glisser mon café allongé sur le comptoir. « Mais ne t'inquiète pas, ici on respecte la vie privée. Beaucoup de gens viennent sur la côte pour recommencer ou se retrouver. Personne ne va te demander ton histoire. » Quelque chose dans son ton pratique me fit un peu relâcher la pression. « Merci. Je cherche juste un peu de tranquillité pour un temps. » Elle hocha la tête. « Eh bien, tu as trouvé le bon endroit pour ça. Même si je dois te prévenir, nous avons un festival communautaire le week-end prochain. Ça devient assez animé. Certaines personnes restent même éveillées après 21h. » Son humour sec me fit sourire pour la première fois depuis des semaines. De retour à la cabane, je me permis de vérifier mon ancien mail et mon téléphone. Jessica avait envoyé plusieurs messages de plus en plus inquiets. « Maman dit à tout le monde que tu l'as abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu as quitté le restaurant? S'il te plaît, appelle-moi. » Mon mail du travail contenait des questions sur mon départ soudain et une acceptation formelle de ma démission. Le journal local avait une petite note sur la vente de ma maison dans la section immobilière, mais ce qui attira mon attention fut un article sur le site Laxide Community News. Une mère locale abandonnée par sa fille après des décennies de soutien. Le bref article citait ma mère, affirmant que j'avais vidé nos comptes conjoints et disparu sans prévenir après un petit désaccord lors de son dîner d'anniversaire. La manipulation était si transparente qu'elle aurait été risible si elle n'était pas aussi exaspérante. Un petit désaccord. Elle avait publiquement déclaré que son souhait d'anniversaire était que je sorte de sa vie, et je n'avais pas vidé les comptes. Je les avais simplement gelés et placés dans une fiducie spécifiquement pour ses soins. Je refermai l'ordinateur portable. Mes mains tremblaient de colère. Même maintenant, à des centaines de kilomètres de distance, elle contrôlait encore le récit, se présentant comme la victime. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour découvrir que les comptes étaient gelés et non vides, et quelle histoire elle inventerait alors. Ce soir-là, je m'assis sur mon porche en regardant le coucher de soleil sur la baie. Pour la première fois, je me permis de ressentir pleinement tout ce que j'avais refoulé pendant l'activité frénétique des 2 dernières semaines. La douleur de ce rejet final, le deuil de la mère que j'avais toujours souhaité mais que je n'avais jamais eu. La culpabilité qui me rongeait encore, même si mon esprit rationnel savait que je n'avais rien fait de mal. Mais sous ces émotions familières, il y avait quelque chose de nouveau. Du soulagement, de la liberté, la compréhension que je vivais désormais selon mes propres termes, sans rendre de compte à personne d'autre qu'à moi-même.
J'avais craint que disparaître ressemble à une perte d'identité, mais au lieu de ça, je découvrais des parties de moi qui avaient été enterrées sous des années de recherche d'approbation. Alors que la nuit tombait sur Harbour Cove, je me fis une promesse. Je donnerai une vraie chance à cette nouvelle vie, à cette nouvelle version de moi. Un jour après l'autre, un choix après l'autre, je construirai quelque chose d'authentique, quelque chose qui m'appartenait vraiment. Exactement une semaine après m'être installé à Harbour Cove, mon ancien téléphone sonna. Il était resté silencieux pendant des jours, sauf pour des messages que je consultais de temps en temps, mais auxquels je répondais rarement. L'écran montrait le nom de Jessica. Je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale, comme je l'avais fait pour ses appels précédents. Cette fois pourtant, elle laissa un message qui fit battre mon cœur plus vite. « Abigail, s'il te plaît, rappelle-moi. Maman est à l'hôpital. Elle a eu une sorte d'épisode cardiaque hier soir. Les médecins disent que ce n'est pas grave, mais elle est très affectée par tout ça. Elle n'a pas accès au compte et ses factures s'accumulent. Peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, s'il te plaît, elle a besoin de toi maintenant. Nous avons tous besoin de toi. » Je réécoutai le message 2 fois, essayant de lire entre les lignes. Un épisode cardiaque non grave, mais assez inquiétant pour l'hospitaliser. Des factures qui s'accumulaient malgré l'accord de la fiducie qui devait couvrir toutes les dépenses légitimes. Mon premier réflexe fut d'appeler immédiatement, peut-être même de réserver un vol vers l'Est. Cette programmation était profondément ancrée. Ce sens des responsabilités était presque automatique. Mais je m'obligeais à m'arrêter et à réfléchir. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à mon ancien email. Plusieurs nouveaux messages de Jessica, de plus en plus paniqués. Un de Patricia, l'amie de ma mère au club de jardinage, exprimant son inquiétude face à mon départ soudain. Et 3 d'expéditeurs locaux que je ne reconnaissais pas. J'ouvris d'abord le dernier mail de Jessica. Il contenait une photo de notre mère dans un lit d'hôpital, paraissant fragile et beaucoup plus vieille qu'elle ne l'était quelques semaines plus tôt lors de son dîner d'anniversaire. Le message qui l'accompagnait était bref. Là elle demande après toi. S'il te plaît, Abigail. Quoi qu'elle ait dit. Elle ne voulait pas que ça arrive. Les mails locaux venaient en fait d'un journaliste du Lac-City Gazette cherchant un commentaire sur ce qu'il décrivait comme des accusations d'abus financiers sur une personne âgée. Apparemment, ma mère avait apporté son histoire aux médias locaux. Une recherche rapide me mena à une page de collecte de fonds en ligne intitulée « Aider Caroline Miller après l'abandon de sa fille ». La page, créée par quelqu'un de la Société historique, décrivait comment j'avais vidé les comptes conjoints et disparu, laissant ma vieille mère sans argent pour les soins médicaux et les besoins de base. Elle avait déjà recueilli plus de 5 000 $. Mes mains tremblaient tandis que je naviguais sur la page Facebook de la communauté de Lac-City. Elle y était, ma mère, dans une série de photos publiées par plusieurs membres de la communauté. Caroline recevant des fleurs dans sa chambre d'hôpital. Caroline regardant, les larmes aux yeux, une carte, bon rétablissement, faite par les enfants de Jessica. Caroline consolée par des amis du club de jardinage. Les commentaires étaient prévisibles. Comment sa fille a-t-elle pu lui faire ça? Après tout ce que Caroline a fait pour elle, certaines personnes n'ont aucun sens du devoir familial. Je me sentis mal. Le récit était totalement contrôlé par ma mère, sans personne pour donner l'autre version de l'histoire. Pas même Jessica, qui avait été témoin de ces années d'abus émotionnels, mais qui avait toujours gardé une neutralité prudente. J'étais sur le point de fermer mon ordinateur quand une notification apparut, un message privé sur mon compte professionnel de réseau social que je n'avais pas encore désactivé. Il venait de la docteure Emily Carter, la médecin traitante de ma mère. « Abigail, j'espère que tu liras ceci. Je ne peux pas partager de détails médicaux à cause des lois de confidentialité, mais je veux que tu saches que l'état de ta mère est stable et qu'il n'est pas vital. C'était une crise de panique, pas une crise cardiaque. Physiquement, elle va bien. Je sais qu'il y a toujours 2 versions à une histoire et je voulais simplement te le dire. Prends soin de toi. » Je restai longtemps à regarder ce message. La docteure Carter était notre médecin de famille depuis que j'étais à l'université. Elle avait soigné mon père dans ces dernières années et avait vu de ses propres yeux comment fonctionnait ma mère. Ce message discret me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Le séjour à l'hôpital était réel. La crise, non. Je refermai l'ordinateur et allai jusqu'au Tidal Grund, ayant besoin à la fois d'un café et d'une interaction humaine qui n'avait rien à voir avec mon passé. Brenda était derrière le comptoir comme d'habitude.
Sa présence constante me réconfortait d'une certaine manière. On dirait que tu as vu un fantôme, dit-elle en préparant mon café allongé. Un peu, répondis-je. Juste quelques histoires de famille compliquées à la maison. Elle hocha la tête sans chercher à en savoir plus. En me tendant mon café, elle dit « Tu sais ? Je suis venu à Harbour Cove il y a 15 ans après mon divorce. Mon ex-mari était un cas. Contrôleur, manipulateur, il a fait croire à tout le monde que j'étais folle quand je suis enfin partie. Je la regardais, surprise par cette confidence. Il disait à tout le monde que j'avais vidé nos comptes et que je l'avais abandonné alors qu'il était malade. La vérité, c'est que je suis parti avec rien d'autre que ma voiture et assez d'argent pour l'essence, parce que je savais que si je ne partais pas à ce moment-là, je ne le ferais jamais. Elle nettoya le comptoir d'un geste méthodique. La chose la plus difficile que j'ai faite a été de ne pas revenir quand il a eu sa soi-disant urgence. Finalement, il allait parfaitement bien, du moins physiquement. « Ah, comment as-tu géré ça ?» demandai-je, reconnaissant les parallèles avec ma propre situation. « Un mal au début », admit-elle avec un sourire ironique. J'ai failli faire demi-tour une dizaine de fois. Ce qui m'a aidé, c'est de me demander, si je reviens maintenant, qu'est-ce qui change ? Est-ce qu'il deviendra soudainement gentil ? Est-ce que la manipulation s'arrêtera ? Ou est-ce que je retournerai juste dans la même situation, mais cette fois avec tout le monde qui me surveille pour être sûr que je ne parte plus jamais ? Ces mots me frappèrent comme une force physique. Si je revenais maintenant, qu'est-ce que ça changerait ? Ma mère resterait la même personne qui avait souhaité que je sorte de sa vie, la même personne qui manipulait désormais tout le village pour que l'on me voie comme une méchante. La seule différence serait que j'aurais perdu le fragile nouveau départ que j'étais en train de construire. « Merci », dis-je simplement. J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Brenda haussa les épaules. Je partage juste mon expérience. Peu importe ce avec quoi tu luttes, fais confiance à ton instinct. Il connaît généralement la vérité, même quand ton cœur est confus. De retour à la cabane, je pris une décision. Je ne reviendrai pas, mais je ne resterai pas non plus dans le silence. J'appelai Daniel Light, mon avocat. J'ai vu la collecte de fonds et les nouvelles, dit-il quand je lui expliquai la situation. Nous pouvons publier une déclaration clarifiant les arrangements financiers si tu veux. La documentation de la fiducie montre clairement que les fonds sont disponibles pour toutes les dépenses légitimes. S'il te plaît, fais-le, répondis-je. Et tu peux aussi donner un message à Jessica. Dis-lui que je suis en sécurité, que je vais bien et que je ne reviendrai pas. La fiducie continuera à couvrir les besoins de notre mère, mais je ne peux pas et je ne reviendrai pas dans cette relation. Et si elle demande où je suis, dis-lui que je trouve mon chemin. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Après avoir raccroché, je sortis un cahier et commençai à écrire. Pas une justification ou une défense, mais un récit clair des années d'abus émotionnels, de critiques, de manipulation, des objectifs sans cesse déplacés. J'écrivis sur le dîner d'anniversaire, en citant les paroles exactes de ma mère. J'écrivis sur les arrangements financiers que j'avais faits, assurant son soin tout en me protégeant moi-même. Quand j'eus terminé, j'avais 27 pages de souvenirs et d'incidents détaillés. Je scannai le document et l'envoyai par mail à Daniel, avec les instructions de le donner à Jessica si elle continuait à demander des explications. Puis j'envoyai un email bref et direct à la Dr Carter. Merci pour votre message. Je suis en sécurité et je vais bien. La fiducie continuera à couvrir toutes les dépenses médicales légitimes. Veuillez vous concentrer sur la santé mentale de votre patiente, car c'est là que semble être le vrai problème. Enfin, je fis quelque chose que j'évitais. Je me connectai au portail de la fiducie et vérifiai les récentes demandes de transactions. Il y avait plusieurs refus, une demande de 5 000 $ pour frais médicaux d'urgence sans document justificatif, une tentative de retrait de 3 000 $ pour des réparations de maisons sans devis d'entrepreneur, et le plus révélateur, une demande de transfert de 10 000 $ sur le compte de Jessica pour une aide temporaire. L'administrateur de la fiducie avait fait exactement ce qui était prévu, exigeant des documents pour toutes les dépenses et approuvant seulement les coûts légitimes. Les factures de ma mère avaient été payées. Ses médicaments habituels étaient couverts. Un service de ménage avait été autorisé. Mais toutes ces tentatives d'obtenir de grosses sommes en liquide avaient été refusées. Pas étonnant qu'elle ait monté en épingle une urgence médicale et lancé une collecte publique. Elle n'était pas dans le besoin.
On lui avait simplement refusé l'accès à l'argent qu'elle pensait avoir le droit de contrôler. Je fermai la page des comptes et pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis mon départ, je me sentis totalement sûr de ma décision. Je n'abandonnais pas une vieille femme dans le besoin. Je me protégeais d'une vie entière de manipulations supplémentaires tout en assurant que ses besoins de base soient couverts. Ce soir-là, je marchais le long du port au coucher du soleil. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis que j'avais reçu le message de Jessica s'était levé. Je ne me laisserai plus aspirer dans ce cycle. J'avancerai, un jour après l'autre, en construisant une vie basée sur mes propres choix plutôt que sur les exigences de quelqu'un d'autre. Harbour Cove ne serait peut-être pas mon foyer permanent, mais c'était l'endroit où j'avais trouvé ma voie, où j'avais enfin appris à dire non à la culpabilité et à l'obligation qui avait défini une grande partie de ma vie. Ce qui viendrait après, je l'affronterai selon mes propres termes. Les semaines qui suivirent ma décision de ne pas revenir apportèrent une clarté inattendue. Chaque jour passé à Harbour Cove dissipait un peu plus la brume de culpabilité et d'obligation qui avait obscurci mon jugement pendant des décennies. À sa place grandissait un sentiment d'assurance et de but. Je commençais à documenter méthodiquement chaque aspect de ma relation avec ma mère. Les relevés de la fiducie montrant mes années de contribution à ses soins. Des messages où elle rabaissait mes réussites ou me manipulait avec de vagues inquiétudes de santé. Des emails où elle me comparait défavorablement à Jessica. Des messages vocaux remplis de piques passives-agressives déguisées en inquiétude. Pour la première fois, je voyais le schéma complet au lieu de simples incidents isolés. C'était écrasant, même pour moi qui l'avais vécu. Comment avais-je pu normaliser ce traitement pendant si longtemps? J'organisais tout chronologiquement, ajoutais du contexte là où c'était nécessaire et envoyais le dossier complet à Daniel avec l'instruction de le partager avec Jessica si elle continuait à demander pourquoi j'étais parti. C'est très complet, dit Daniel lors de notre appel téléphonique. Es-tu sûr de vouloir partager tout ça? Certains de ces échanges personnels sont très révélateurs. C'est le but, répondis-je. Pendant des années, j'ai protégé l'image publique de ma mère au détriment de mon propre bien-être. C'est fini de cacher la vérité. Jessica doit savoir exactement ce qu'elle défend. L'étape suivante fut d'aborder la situation financière de façon plus durable. Avec Daniel, je restructurais la fiducie pour assurer une transparence plus grande. Des relevés mensuels seraient envoyés à la fois à ma mère et à Jessica. Toutes les dépenses légitimes continueraient d'être couvertes, mais l'administrateur fournirait des explications détaillées pour chaque demande refusée. De plus, j'ajoutais une nouvelle condition, ma mère devrait assister à au moins 6 séances chez un thérapeute avant que des fonds discrétionnaires au-delà des frais de base ne soient approuvés. C'était une exigence contre laquelle elle se mettrait sûrement en colère, mais que je jugeais nécessaire pour toute chance d'interaction plus saine à l'avenir. Ta sœur appelle tous les jours, m'informa Daniel. Elle semble vraiment inquiète pour toi, pas seulement pour la situation de ta mère. Tu peux lui dire que je suis en sécurité et que je vais bien, répondis-je. Et si elle demande quand je reviendrai, dis-lui que je considérerai de communiquer après que notre mère aura complété les séances de thérapie exigées. 2 jours plus tard, je reçus un email de Jessica envoyé via Daniel. L'objet était simple, je n'avais aucune idée. Abigail, écrivit-elle. Daniel m'a montré la documentation que tu as fournie. Honnêtement, je ne savais pas à quel point c'était difficile pour toi. Maman a toujours été critique et difficile, mais ce que j'ai vu dans ses messages et ses dossiers va bien au-delà. Les choses qu'elle t'a dites, les rabaissements constants, la manipulation émotionnelle. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été là pour toi, et je regrette encore plus d'avoir parfois participé sans me rendre compte à quoi je contribuais, poursuivit-elle. J'ai montré à maman les relevés de la fiducie qui prouvent que tu ne lui as pas volé d'argent, mais que tu l'avais simplement structuré pour ses véritables besoins. Elle s'est mise en colère, puis sur la défensive, et finalement elle s'est effondrée. C'est la première fois que je la vois réellement faire face aux conséquences de son comportement. La collecte de fonds de la communauté a été retirée après que l'organisateur a appris la vérité sur les arrangements financiers. Le courriel se terminait par une demande inattendue. Je sais que tu as besoin d'espace et de temps. Tu as tout à fait le droit aux deux. Mais quand tu seras prête, j'aimerais reconstruire notre relation indépendamment de maman. J'ai manqué beaucoup de choses en gardant mes distances toutes ces années. Je pensais me protéger, mais je t'abandonnais aussi pour que tu portes seul le poids de son comportement. Quelles que soient les limites dont tu as besoin, je les respecterai. Je lus le mail plusieurs fois, mes émotions changeant à chaque lecture. Du soulagement que Jessica voit enfin la vérité.
Une douleur persistante à l'idée qu'il ait fallu ma disparition totale pour qu'elle reconnaisse ce qui se passait. Et l'espoir que peut-être une relation de mon passé valait la peine d'être sauvée. Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de ça, j'apportai le message à ma séance hebdomadaire avec la docteure Rachel Evans, une thérapeute que j'avais commencé à consulter à Harbour Cove. La trouver avait été une autre étape dans mon parcours de guérison, une reconnaissance que disparaître géographiquement ne guérissait pas automatiquement les blessures émotionnelles que je portais. C'est un progrès significatif, dit la docteure Evans après avoir lu le mail de Jessica. Comment te sens-tu à l'idée de potentiellement reconstruire cette relation? Prudente, avouai-je. Une partie de moi veut croire qu'elle comprend vraiment maintenant. Une autre partie s'inquiète que ce soit juste une autre façon d'essayer de me ramener dans l'ancienne dynamique. Ce sont des inquiétudes valables. À quoi ressemblerait la reconstruction de cette relation selon tes propres conditions? Je réfléchis attentivement. De la distance, du moins au début. Des limites claires sur ce dont je parlerai et ce dont je ne parlerai pas. Pas de pression pour reprendre contact avec notre mère. Et de l'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Ce sont des paramètres sains, dit la docteure Evans. Souviens-toi, c'est toi qui fixes le rythme ici. Il n'y a pas de calendrier pour la guérison ou la réconciliation. Ce soir-là, j'envoyai une brève réponse à Jessica via Daniel. Merci pour ton mail. J'ai besoin de plus de temps, mais je suis ouverte à une communication prudente et limitée à l'avenir. Pour l'instant, s'il te plaît, respecte ma vie privée et ma décision de rester où je suis. La semaine suivante apporta un autre événement. Ma mère, réalisant apparemment que sa version de victime publique s'effondrait à mesure que la vérité émergeait, adopta une approche différente. Elle envoya une lettre par l'intermédiaire de Daniel, sa première communication directe depuis le dîner d'anniversaire. La lettre était un parfait exemple de ce que la docteure Evans appellerait plus tard, des excuses qui ne sont pas de vraies excuses. Je suis désolé que tu te sois senti blessé par mes paroles. Ce n'était jamais mon intention que tu prennes une mesure aussi drastique. Si j'ai parfois été dur avec toi, c'était seulement parce que je voulais le meilleur pour toi. Elle concluait par: j'ai accepté de parler à quelqu'un, comme l'exige la fiducie, même si je pense qu'à mon âge il est ridicule d'avoir à m'expliquer devant un étranger. J'espère que cela montre à quel point je veux arranger tout malentendu qui a pu se mettre entre nous. Pas une seule fois elle n'avait reconnu ses comportements concrets ni assumé une responsabilité sincère. Même sa participation à la thérapie était présentée comme une concession envers moi plutôt que comme un pas vers son propre changement. Je partageai la lettre avec la docteure Evans à notre séance suivante. C'est très typique, dit-elle. Quand les tactiques initiales échouent, les personnes manipulatrices se tournent souvent vers ce qui ressemble à une conciliation, mais sans véritable responsabilité. Regarde comment elle se présente comme quelqu'un de raisonnable, tandis que toi, tu es celle qui a pris une mesure drastique. Elle accepte l'exigence de la thérapie, mais la décrit comme une demande déraisonnable. Elle cède gracieusement, donc en réalité rien n'a changé, dis-je, ressentant un étrange mélange de déception et de validation. Le changement prend du temps, surtout pour quelqu'un qui fonctionne de cette manière depuis des décennies. L'important, c'est que maintenant tu peux reconnaître ces schémas et répondre depuis un lieu de force plutôt que d'obligation. Avec cette perspective, je rédigeai une réponse que Daniel livra. J'accuse réception de votre lettre. Je suis contente que vous voyiez un thérapeute et j'espère que vous en tirerez de la valeur. En ce moment, je me concentre sur ma propre guérison et je ne suis pas prête pour une communication directe. La fiducie continuera à couvrir vos besoins comme prévu. Bref, factuelle et libre des pièges émotionnels qui m'avaient enfermé par le passé. 3 mois après mon départ de l'Axide, la dynamique avait fondamentalement changé. Ma mère, incapable d'accéder à des fonds sans documents et face à une communauté qui avait désormais des doutes sur ses affirmations initiales, n'eut d'autre choix que de respecter les conditions de la fiducie. Jessica m'informa, via nos échanges réguliers de mai, que notre mère avait assisté aux séances de thérapie exigées, même si c'était sans enthousiasme. Jessica elle-même avait commencé à poser des limites plus claires dans ses interactions avec notre mère. Je n'avais jamais réalisé à quel point je m'adaptais automatiquement à ses humeurs et ses demandes jusqu'à ce que je commence à y prêter attention, écrivit-elle. Maintenant je peux le voir en temps réel. Hier, en fait, je lui ai dit non quand elle m'a demandé de réorganiser mon emploi du temps pour l'emmener faire ses courses. C'était effrayant et libérateur en même temps. De petits pas, mais significatifs.
La dynamique de pouvoir qui avait défini notre famille pendant des décennies se recalibrait lentement. Quant à moi, je construisais une vie à Harburg qui me semblait de plus en plus mienne. Mon activité de graphiste freelance grandissait régulièrement. Je m'étais jointe à un groupe de randonnée local qui explorait les sentiers côtiers chaque week-end. J'avais des conversations régulières avec Brenda à Tidalgrund, qui était passée de simples échanges à une véritable amitié. Je n'étais plus Abigail, celle qui existait principalement en fonction de sa mère exigeante. Je devenais Grace, celle qui concevait de beaux sites web, qui connaissait le meilleur endroit pour voir le coucher du soleil sur la baie, qui apprenait à faire du kayak, qui redécouvrait des parties d'elle-même enfouies sous des années de recherche d'approbation. Quand Jessica demanda si elle pouvait me rendre visite un jour, je me surpris à envisager la possibilité au lieu de la rejeter immédiatement. « Pas encore », répondis-je, « mais peut-être un jour. » En terrain neutre, juste toutes les deux. C'était une petite ouverture, mais authentique. Non offerte par obligation ou culpabilité, mais par un sentiment grandissant que je pouvais interagir avec des parties de mon passé sans en être consumé. 6 mois après le dîner d'anniversaire qui avait tout changé, je reçus une autre lettre de ma mère. Celle-ci était différente de la première, plus courte, moins défensive et contenait quelque chose que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Une véritable excuse. Abigail a écrit, « J'ai parlé avec le Dr Thompson chaque semaine ces derniers mois. Il m'a aidé à voir des schémas dans mon comportement que je n'avais jamais reconnus auparavant. La façon dont je t'ai traité était mauvaise. Pas parfois, pas parce que je voulais le meilleur pour toi, mais constamment et sans justification. J'ai été cruel avec la personne qui m'a montré le plus de soin et de loyauté. Je ne peux pas effacer ces années, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant et que je le regrette vraiment. » Elle a continué, « J'aimerais avoir l'occasion d'essayer de faire mieux, mais je comprends aussi si ce n'est pas possible. Jessica me dit que tu vas bien et que tu construis une nouvelle vie. Quelle que soit ta décision concernant notre relation à l'avenir, je veux que tu saches que je suis fier de ton courage à enfin te mettre en premier. C'est quelque chose que j'aurais dû t'apprendre il y a longtemps. » J'ai lu la lettre plusieurs fois, cherchant les nuances manipulatrices que j'étais devenue si experte à repérer. Il y avait une simplicité en elle qui semblait étrange venant d'elle. Pas une grande démonstration de remords, pas une demande de sympathie, juste une reconnaissance directe du mal causé. Était-ce suffisant pour reconstruire une relation? Je n'en étais pas sûr, mais c'était suffisant pour sentir que ma décision de partir avait été la bonne, non seulement pour moi, mais peut-être aussi pour elle. Parfois, le plus grand acte d'amour est de créer l'espace pour le changement nécessaire, même quand cet espace ressemble à une absence. Je pliai soigneusement la lettre et la rangeai dans le tiroir de mon bureau. Je répondrai quand je me sentirai prête, pas par obligation ou culpabilité, mais selon le sentiment authentique qui surgirait pendant que je continuais mon propre chemin de guérison. Pour l'instant, c'était suffisant de savoir que j'avais brisé un cycle qui semblait incassable. En disparaissant d'une relation toxique, j'avais enfin commencé à apparaître plus pleinement comme moi-même. 6 mois se transformèrent en 1 an, et Harburg commença à vraiment ressembler à un foyer. Ce qui avait commencé comme un refuge temporaire était devenu la base d'une vie que je n'avais jamais imaginé possible. La petite cabane surplombant la baie était désormais légalement mienne, achetée avec l'argent que j'avais autrefois réservé pour l'approbation des autres. Mon activité de design freelance avait grandi au-delà des clients individuels pour inclure plusieurs petites agences qui engageaient mes services régulièrement. J'avais même embauché une assistante virtuelle pour m'aider à gérer la charge de travail croissante. La créativité que j'avais autrefois réprimée pour m'adapter aux attentes de ma mère coulait désormais librement, donnant lieu à un travail qui m'apportait autant de satisfaction que de reconnaissance. Le plus important, c'est que j'avais construit des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'histoire. Brenda, de Tidalgrund, était devenue une véritable amie en me présentant à son cercle de femmes farouchement indépendantes qui, chacune à leur manière, s'étaient réinventées dans cette communauté côtière. Il y avait Margaret, une ancienne dirigeante d'entreprise qui gérait désormais la librairie locale, Sophia, une enseignante à la retraite qui donnait des cours d'art dans son atelier face à la plage, et Lily, une veuve qui avait déménagé à Harburg et après avoir perdu son mari et qui dirigeait maintenant le groupe de randonnée auquel je m'étais jointe. Ces relations étaient différentes de tout ce que j'avais connu auparavant. Personne n'attendait de moi que je me rabaisse pour les mettre à l'aise. Personne ne tenait le compte des offenses ou des échecs supposés. Nous soutenions les objectifs des unes et des autres, nous célébrions les succès sans jalousie et nous offrions des retours honnêtes sans cruauté. C'était guérisseur d'une façon dont je n'avais même pas conscience d'avoir besoin.
Ma communication avec Jessica avait évolué de courriels prudents à des appels vidéo réguliers. Notre relation, libérée de la triangulation que notre mère avait toujours créée entre nous, était devenue quelque chose de nouveau et d'inattendu, une amitié entre égales. Nous découvrions des intérêts et des perspectives communes qui avaient été cachés par nos rôles différents dans la dynamique familiale. Je n'arrive pas à croire que nous lisions toutes les deux la même série bizarre de mystères et que nous ne l'ayons jamais su, dit Jessica lors d'un de nos appels. Quoi d'autre nous a échappé toutes ces années? Probablement beaucoup, répondis-je. Nous nous étions tellement occupés à jouer les rôles que maman nous avait assignés, la réussie et la décevante. Nous n'avons jamais eu l'occasion d'être simplement des sœurs. Jessica hocha la tête. Je suis désolé de ne pas avoir essayé plus fort de sortir de ce schéma plus tôt. Je crois que j'avais peur que si je n'étais pas la gentille, je devienne la cible à la place. Nous faisions toutes les deux ce qu'il fallait pour survivre, dis-je, me rendant compte en parlant que je le croyais vraiment. L'important, c'est que nous changeons le schéma maintenant. Ma relation avec ma mère avait pris un chemin plus complexe. Après sa lettre d'excuse sincère, nous avions commencé une correspondance prudente et limitée, sans appel téléphonique ni appel vidéo, seulement des lettres manuscrites échangées toutes les quelques semaines. C'était plus sûr ainsi, me permettant de prendre le temps de réfléchir à mes réponses sans la pression d'une réaction immédiate. Ces lettres révélaient une femme que je n'avais jamais connue, ou peut-être une qui avait été enfouie sous des décennies d'amertume et de contrôle. Elle écrivait sur sa propre enfance avec des parents critiques qui n'avaient jamais approuvé ses choix. Elle partageait des souvenirs de mon père qui étaient tendres plutôt que méprisants. Elle posait des questions sur ma nouvelle vie et semblait vraiment intéressée par mes réponses. La Dr Evans m'aidait à naviguer dans cette relation en évolution, me rappelant toujours que le pardon ne nécessitait pas d'oublier ni de retomber dans des schémas nuisibles. Le pardon consiste à te libérer du poids de la colère et du ressentiment, expliqua-t-elle. Cela ne veut pas dire que tu dois reprendre une relation qui t'a fait du mal. Tu peux pardonner à quelqu'un et quand même maintenir les limites qui te gardent en sécurité et en bonne santé. Avec cette guidance, je me trouvais capable de reconnaître les changements positifs dans la communication de ma mère tout en restant ferme dans ma décision de maintenir la distance physique. Je pouvais apprécier ses efforts de croissance sans me sentir responsable de son bien-être émotionnel. Je pouvais répondre avec gentillesse sans sacrifier mon indépendance chèrement acquise. Caroline aussi trouvait un nouvel équilibre. Selon Jessica, la thérapie obligatoire s'était prolongée bien au-delà des 6 séances initiales. Elle voyait désormais régulièrement le Dr Thompson et avait rejoint un groupe de soutien pour parents éloignés de leurs enfants adultes. Le club de jardinage et la société historique restaient des parties importantes de sa vie, mais elle avait aussi développé de nouveaux centres d'intérêt, comme un cours d'aquarelle au centre communautaire. C'est différent, me dit Jessica lors d'un de nos appels. Pas parfait, pas complètement transformé, mais différent. Elle se rend compte maintenant quand elle commence à critiquer ou à contrôler. Elle s'excuse quand elle retombe dans ses vieux schémas. Je n'aurais jamais pensé voir ça arriver. Je ressentis un mélange complexe d'émotions en entendant cela. De la joie que ma mère trouve des moyens plus sains de se lier aux autres. De la tristesse pour toutes les années perdues dans des schémas destructeurs. Une pointe d'amertume parce qu'il avait fallu ma disparition complète pour catalyser ce changement. Et sous tout cela, une gratitude silencieuse du fait que ma décision de partir m'avait finalement bénéficié pas seulement à moi, mais à tous ceux impliqués. À mesure que le premier anniversaire de mon départ approchait, je me retrouvais à réfléchir profondément à tout ce qui s'était passé, le dîner d'anniversaire, qui avait été le point de rupture, la planification soigneuse de ma disparition, les semaines difficiles d'adaptation à Arbor COB, la reconstruction progressive de mon sens de l'identité, en dehors de mon rôle de fille obéissante. Je pris un jour de congé au travail et marchai jusqu'à mon endroit préféré sur le sentier côtier, une crique cachée accessible seulement à marée basse. Assise sur un tronc de bois flotté, regardant les vagues se briser contre les rochers, je m'autorisais à reconnaître pleinement le voyage. Je n'avais pas abandonné un père âgé, comme le suggérait la première version de l'histoire. Je n'avais pas agi impulsivement par orgueil blessé. J'avais pris une décision nécessaire, même si douloureuse, pour mettre fin à un cycle d'abus émotionnels qui avait défini la plus grande partie de ma vie. J'avais disparu non pas pour punir ma mère, mais pour enfin apparaître comme moi-même. Le chemin vers la guérison n'avait été ni droit ni simple. Il y avait encore des jours où la culpabilité me surprenait, où je doutais de ma décision, où tout le conditionnement d'une vie entière me murmurait que j'étais égoïste de mettre mes besoins en premier. Mais ces voix s'estompaient avec le temps,
remplacé par une conviction plus forte que j'avais fait ce qui était nécessaire pour ma survie et ma croissance. J'avais appris que parfois, l'amour ressemble au fait de partir, que les limites ne sont pas des murs mais des structures vitales qui permettent des liens plus sains, que le pardon ne demande pas de retrouvailles, que la guérison arrive dans des endroits et sous des formes inattendues. Le plus important, j'avais découvert que disparaître d'une relation toxique pouvait être le premier pas pour enfin apparaître dans ma propre vie. En honorant mon besoin de sécurité et de respect, j'avais créé un espace pour des liens authentiques, basés sur le soin mutuel plutôt que sur l'obligation ou la peur. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le Pacifique, projetant une lumière dorée sur l'eau, je me fis une promesse. Je continuerai ce voyage de découverte de moi avec curiosité et compassion. Je garderai les limites qui protégeaient mon bien-être tout en restant ouverte à la croissance et au changement sincère dans mes relations. Je construirai une vie définie par mes propres valeurs au lieu des attentes des autres. En marchant de retour sur le sentier côtier, tandis que le crépuscule adoucissait le paysage, je ressentis une profonde paix. La femme qui avait fui le Connecticut avec douleur et confusion un an plus tôt n'était pas la même femme qui rentrait maintenant dans sa cabane au bord de la baie. J'avais disparu pour me sauver, seulement pour découvrir qu'en disparaissant, j'avais enfin commencé à apparaître plus pleinement que jamais. De retour chez moi, je m'assis sur mon porche en regardant la dernière lumière disparaître du ciel, et j'écrivis une dernière lettre pour fermer le cercle. Pas à ma mère ni à ma sœur, mais à moi-même. Une lettre de reconnaissance et de célébration pour le courage qu'il m'avait fallu pour me libérer, pour la force de reconstruire, pour la sagesse de pardonner sans compromettre mes limites. Chère Abigail, écrivis-je, en utilisant le prénom que j'avais en partie laissé de côté, mais que je porterai toujours comme une part de mon histoire. Tu as fait ce qui semblait impossible. Tu t'es choisi toi-même alors que toutes les forces de ta vie t'avaient appris que tes besoins passaient en dernier. Tu as survécu à la rupture des liens familiaux et tu as découvert que ce qui a grandi à la place était plus fort et plus sain que ce qu'il y avait avant. Sois fier de ce voyage. Il n'est pas terminé, mais tu as déjà fait un long chemin. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel clair au-dessus de Harbour Copé, je ressentis une profonde gratitude pour le cadeau douloureux que ma mère, sans le savoir, m'avait donné lors de son dîner d'anniversaire. En me souhaitant hors de sa vie, elle m'avait libéré pour trouver la mienne. Parfois, les fins que nous craignons le plus deviennent les débuts dont nous avons le plus désespérément besoin. As-tu déjà dû prendre la décision difficile de t'éloigner d'une relation qui te faisait du mal? Ou peut-être as-tu été de l'autre côté, te rendant compte trop tard de la valeur de quelqu'un que tu avais repoussé? J'aimerais lire vos histoires et vos points de vue dans les commentaires. Et si ce voyage de libération et de découverte de soi a résonné en toi, s'il te plaît, mets un like, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de disparaître des relations qui nous diminuent, pour que nous puissions enfin apparaître comme notre vrai moi. Merci d'avoir été témoin de mon histoire, et puissiez-vous trouver le courage d'écrire la vôtre selon vos propres termes.